Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Campus CEO. Et aujourd'hui, Christelle va nous parler de CIO, améliorer votre leadership. Yes, merci Thierry. Alors d'abord, j'ai regardé la définition du leadership et j'ai trouvé que le leadership, d'abord, c'est un anglicisme qui signifie la fonction ou la position de leader. Et donc, ce terme désigne toute l'influence qu'on peut avoir sur un autre individu ou sur un groupe. Donc, il s'agit de conduire et de diriger les autres. Alors, comment on devient un meilleur leader ou comment on améliore son leadership? Eh bien, ma vision, c'est qu'avant tout, c'est de devenir le leader de soi-même. Pour bien diriger les autres, il faut avant tout bien se diriger soi-même et devenir sa propre autorité. Et ce n'est pas si facile qu'on le croit. Pourquoi? Parce que, en réalité, au début de notre vie, on a été confronté à des situations de stress. Et pour nous protéger, notre cerveau a mis en place des programmes. Et ces programmes, ils sont installés et ils dirigent notre vie. Donc, en réalité, pour devenir un meilleur leader, l'idée, c'est de se déprogrammer de ces programmes-là pour devenir vraiment maître de soi-même, parce que sinon, dans une situation donnée, on va toujours agir de la même façon. Et en réalité, on ne va pas agir en conscience, on va réagir avec les programmes qui sont installés depuis notre enfance, qui, je le répète, ils ont été mis là pour nous protéger, pour ne pas revivre les peurs qu'on a vécues. Et alors, comment on fait ça? Moi, j'aime beaucoup utiliser l'énéagramme. C'est un outil que j'ai découvert il y a 8 ans maintenant et ça a été pour moi une véritable révélation. Donc, c'est pour ça que j'aime le partager et que je m'en sers encore au quotidien. L'énéagramme dit qu'il y a du coup 9 programmes de protection qui sont différents en fonction de ce qu'on a vécu, de nos perceptions qu'on a eues en tant qu'enfant et qui sont issus de 9 peurs plutôt inconscientes qui sont donc assez vieilles. Ce qui donne 9 façons de voir le monde et 9 façons différentes de réagir face à une même situation. Et c'est là la chose la plus intéressante, c'est-à-dire que face à une situation, particulièrement une situation de stress, vous prenez 9 personnes qui ont donc ces 9 programmes différents, ils vont vouloir agir de 9 façons différentes. Et ce qui conduit à 9 types de leadership. Donc, on va les voir aujourd'hui, quels sont ces 9 types de leadership, quelles sont les peurs inconscientes qui sont dessous, quelle est l'action que nous invite à faire le programme, et on verra peut-être une autre fois le comment s'en libérer. J'aime beaucoup cette citation de Laurent Gounel, qui dit que la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut en obéissant à ses pulsions, sous-entendu les programmes. La liberté, c'est de s'autoriser à mettre en œuvre nos aspirations profondes sans être entravé par les souffrances induites par notre personnalité. Et donc, voilà, nous serons vraiment libres et nous serons en pleine possession de notre leadership lorsque nous aurons désactivé ces programmes-là. Et donc, l'énéagramme, il est intéressant comme modèle de connaissance de soi et des autres. On a déjà parlé dans le podcast numéro 12 d'autres outils comme DISC et Talent. Quelle est la particularité de l'énéagramme? D'abord, c'est le plus ancien modèle de connaissance de soi et des autres à ma connaissance, puisqu'il a été... on a retrouvé des traces de son utilisation chez les pères du désert, je crois, au IVe siècle. Donc, c'est vraiment très, très ancien. Et il y a beaucoup de traces de ça dans l'histoire qui remonte voilà, assez loin. C'est aussi un outil qui est dynamique par rapport aux autres outils de connaissance de soi, qui repose sur une figure géométrique, on va en parler juste après, et qui montre un chemin un chemin pour progresser, notamment sur son leadership, mais pas uniquement en fait. C'est un chemin qui nous permet de nous rapprocher de notre être véritable, de prendre conscience des mécanismes de l'ego, de se rapprocher de la paix profonde, de tout ce qui va être qualifié comme les grandes qualités, la sérénité, l'amour, la joie, la réconciliation, la libération. Voilà, donc l'énéagramme est une figure, repose sur une figure géométrique qui nous donne une certaine dynamique et un aspect multitemporel, puisqu'il donne une cartographie actuelle,
mais aussi il nous montre un chemin d'évolution, donc le futur. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il montre aussi quelque part le passé et notre enfance. Donc, sous stress, l'énéagramme, donc, qui est constitué de 9 énéatypes, que je vais appeler types par la suite, qui sont chacun dans un centre. Donc, il y a 3 centres principaux. Le centre trip, donc, qui va être beaucoup lié au corps. Le centre émotionnel, lié aux émotions. Et le centre mental, lié à la réflexion et à la pensée. Donc, chacun de ces centres est, si on veut, régi par une motivation profonde. Le centre trip va être concerné par le pouvoir, par le combat. Le centre émotionnel va être plutôt régi par la relation aux autres. Et le centre mental va être plutôt régi par comprendre le monde. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, on va visualiser donc cette figure géométrique. Vous imaginez une horloge, et au lieu de mettre 12 chiffres autour de l'horloge, on va en mettre 9. On va positionner le 9 tout en haut, au centre, au milieu de l'horloge, et puis on va faire un triangle équilatéral. Donc le 9 sera la pointe du triangle, et la base, à droite, on aura le 3, et à gauche, le 6. Donc, les chiffres sont positionnés dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Et entre le 9 et le 3, on va positionner donc le 1 et le 2. Et puis ainsi de suite, on tourne comme le long d'une horloge pour positionner le 4 et le 5 entre le 3 et le 6, et le 7 et le 8 entre le 6 et le 9. Voilà, donc on a cet énéagramme et donc un cercle avec un triangle au milieu. Le triangle, c'est le 3, 6, 9, donc sont au centre de leur centre. Donc le 3, il est dans le centre cœur, dans le centre émotionnel. Le 6, il est dans le centre tête ou mental. Et le 9, il est dans le centre trip, voilà, pour lequel la vie est un combat. Et ensuite, on va relier les autres chiffres entre eux. C'est ce qui nous donne la dynamique. Donc le 1 va être relié ensuite par des flèches. Le 1 va descendre vers le 4 avec une flèche, le 4 vers le 2 avec une flèche, le 2 vers le 8 avec une flèche, le 8 vers le 5 avec une flèche, le 5 vers le 7 vers le 1. Et voilà, ainsi, tous les énéatypes sont reliés. Et cette dimension-là est vraiment ce qui différencie l'énéagramme des autres outils de connaissance de soi, parce que voilà, il y a cette dynamique-là. Quand on va prendre quand on va se reconnaître dans l'énéagramme, on va aussi prendre les qualités et les pièges des types qui sont de chaque côté de nous. Donc, si je prends le 1, il est entouré par le 9 et le 2. Donc, si j'ai un énéatype 1, je vais prendre les qualités et les défauts du 9, et je vais prendre les qualités et les défauts du 2. Et quand je vais m'intégrer, donc quand je vais aller vers la révélation de mon type, je vais aller vers le 7. Et quand je vais me désintégrer, que je vais me renfermer, ou je vais être sous un stress vraiment important, je vais prendre les caractéristiques du 4. Voilà, donc ce qui fait un modèle assez complexe et aussi puissant et complet, puisque on voit déjà qu'on n'a pas un type. En réalité, on est influencé par les deux de côté. Celui qu'on a, plus les deux, ça fait 5 types. Donc, déjà, on a beaucoup de travail, et voyons les types un peu plus en détail. Donc, le 1, pour commencer, chacun des types est régi par une croyance profonde qui lui a amené à mettre en place un programme. Donc, le 1 croit que sa croyance profonde, c'est que c'est une personne immorale et imparfaite. Donc, pour pallier à cette croyance-là, le programme qui a été mis en place, c'est « je vais éviter la colère ». Parce que la colère est quelque chose d'imparfait, donc moi, je vais tout faire pour éviter la colère. Et je vais aussi être parfait en tout et pour tout. Et ça, c'est ce qu'on nomme la fausse route. C'est le programme qui amène toujours à vouloir être parfait en tout et pour tout. Et l'idée, c'est de se défaire de cette programmation, de cette fausse route systématique, pour se concentrer à être parfait uniquement sur les choses qui comptent vraiment pour ces personnes de type 1.
Et chaque type a un don. Et le don du 1, c'est justement de voir le don et le potentiel de chacun au-delà de leurs manquements, au-delà de leurs imperfections. Le 2, il a la croyance profonde que pour être aimé, il doit toujours privilégier les autres. Et donc, sa compulsion et sa façon de réagir, ça va être d'éviter de prendre en compte ses propres besoins. Et la fausse route, donc le programme, ça va être toujours de privilégier les besoins des autres au détriment des siens, dont il n'a peut-être même pas accès. Son don, c'est de nous ouvrir à l'action gratuite. Parce que le 2, voilà, ça va être quelqu'un qui va être vraiment au service des autres. Le 3, sa croyance, c'est que l'échec est dangereux, donc il va tout faire pour éviter l'échec. Et son programme va être de tout mettre en œuvre pour réussir. Son don, ça va être d'œuvrer pour le bien commun et de mettre sa capacité de réussite au service des autres. Le 4 croit qu'il ne mérite pas d'être aimé car il n'est pas assez remarquable. Donc, il va mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter la banalité et sortir du lot, sortir de tout ce qui est ordinaire. Sa fausse route et le programme qu'il a mis en place, c'est de tout faire pour marquer sa différence et être unique. Et le don, c'est de nous ouvrir à l'harmonie et à la beauté. Le 5 a la croyance que les gens sont intrusifs et décevants, donc il va s'en protéger. Et sa compulsion, ça va être d'éviter de contacter le vide intérieur, et notamment affectif. Donc, sa fausse route, ça va être de remplacer les relations par la connaissance. Son don, ça va être de nous ouvrir à la sagesse, parce que c'est quelqu'un qui va être très érudit, comme il va remplacer la relation par la connaissance. Le 6, sa croyance, c'est que s'il n'est pas dans les normes, il va être puni. Donc, pour ça, il va éviter de transgresser les règles. Et sa fausse route, c'est d'obéir toujours et en tout à l'autorité. Le don du 6 va être de nous apprendre la loyauté et l'appartenance au groupe dans la liberté intérieure. Et donc d'être conforme tout en respectant d'abord sa propre autorité. Le 7, il croit qu'il ne peut pas faire face à la souffrance, parce que sinon ça va le faire disparaître. Et donc sa compulsion, ça va être de tout le temps éviter la souffrance, l'enfermement et la contrainte à tout prix. Sa fausse route, donc, va être de privilégier le plaisir et de n'accepter aucune limite. Et son don va être de nous transmettre l'espérance et la joie du monde. Le 8 a la croyance que se montrer faible est dangereux, donc il va tout faire pour éviter la faiblesse. Et sa fausse route, son programme va être de se montrer fort en tout et pour tout, et de toujours garder le pouvoir. Et son don va être de réhabiliter le pouvoir, l'autorité et la force du monde, mais dans la beauté du pouvoir, pas dans l'abus du pouvoir. Et le 9, sa croyance, c'est que le conflit est dangereux, qu'il ne sait pas gérer le conflit. Et donc, sa compulsion, il va tout le temps chercher à éviter le conflit. Et sa fausse route va être de rechercher la paix à tout prix. Son don est de nous ouvrir à l'action non violente. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des 9 types. Après, il y a d'autres choses intéressantes à dire, notamment ce qui va vous parler un petit peu, c'est, je ne sais pas en tout cas, par rapport au CEO, je trouve que c'est la notion de rapport au temps, puisque vous avez bien compris, donc chacun des 9 types a une façon particulière de voir le monde et tout ce qui concerne le monde, le temps aussi. Et donc le 1, son rapport au temps, il le vit comme un écrasement, puisque lui, il aimerait faire toutes les choses parfaitement, et donc avoir le temps pour aller au bout des choses et les faire vraiment avec perfectionnisme. Et donc le temps va l'écraser en fait. Le 2, il va vivre le temps plutôt comme une opportunité d'aller rencontrer l'autre, puisque ce qu'il nourrit, lui, c'est la relation aux autres et d'être à leur service, notamment. Et donc, voilà, le temps, pour lui, il a de l'intérêt parce que c'est du temps pour les nouvelles relations. Le 3, le temps, pour lui, c'est un moyen d'atteindre un but. C'est un outil de productivité. Time is money, ça s'applique très bien aux 3. Ils font de la compétition, les 3, même avec le temps. Pour le 4, le temps est plutôt subjectif et il se mesure à l'intensité émotionnelle. En général, ils peuvent être en retard parce qu'ils oublient complètement l'heure ou alors ils sont paumés.
Voilà, pour eux, c'est quelque chose d'assez matériel et ils n'ont pas envie d'être polarisés par ça. Le rapport aussi au temps pour le 4, c'est des flashs du passé. Voilà, c'est quelqu'un qui est très concerné par la nostalgie du passé, donc il va souvent avoir des flashs, des bons souvenirs qu'il a eus. Le 5, le temps pour lui, c'est comme une méditation. C'est un peu, il est en attente, c'est un peu comme s'il était en attente d'un événement ou d'une expérience pour rentrer réellement dans la vie. Le 5 n'aime pas être interrompu. Et en général, quand il raconte un événement, il a une narration chronologique très précise. Le 6, alors pour le 6 qui a un rapport particulier avec l'autorité, eh bien, le temps, c'est le super patron. C'est l'autorité suprême. Et pour le 6, ce qui compte, c'est de faire le plus de choses le plus vite possible, d'optimiser son temps. C'est un type qui est assez souvent en retard. Et en réalité, pourquoi? Parce qu'il veut toujours faire avant de passer à la suite. Et donc, voilà, c'est des gens qui supportent pas trop le retard des autres parce qu'ils se mettent tellement eux-mêmes la pression pour être à l'heure que quand ils sont à l'heure, ils ont envie que les autres aussi. Le 7, pour lui, le temps, c'est comme un gâteau avec un nombre infini de parts. Et même s'il en manque une, en réalité, il en a toujours plein d'autres. Et donc, les autres parts sont comme des opportunités. Tout ce qui a rapport au temps, c'est un plaisir potentiel, une possibilité de plus. Et donc, plus le 7 a du temps, plus il pourra prendre du plaisir. Pour le 8, c'est justement, le 8, il ne se laisse pas dominer, et pas non plus par le temps. Donc, voilà, l'horloge, c'est un peu comme si elle avançait à leur rythme. Ils arrivent toujours, en revanche, ce sont des personnes qui arrivent toujours à l'heure. Et eux, à l'inverse des 6, c'est eux les maîtres du temps. Le 9, on pourrait l'appeler le métronome. Son rapport au temps, c'est que tous les instants ont la même durée. Il n'y a pas d'instant plus important que d'autres. Ils ont besoin d'horaires et ils ont du mal à accepter un travail supplémentaire parce que ça vient rajouter des choses dans quelque chose qui est très normé. Ils ont une perception très linéaire du temps et ils ne sont généralement pas en retard. Voilà pour le rapport au temps. J'ai envie, pour ne pas être trop longue, de parler aussi de est-ce qu'il y a des types favoris pour être CEO, pour être patron. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais mon retour d'expérience, c'est que oui. Alors déjà, il y a des prédispositions par rapport au type. Il y a quelques statistiques qui ont été faites, je ne sais pas ce qu'elles valent, qui montrent que parmi les dirigeants, il y aurait une majorité de 3, de 7 et de 8. 3 parce que c'est des personnes qui atteignent leurs objectifs. Donc ça, c'est important quand on est entrepreneur et quand on est patron. Les 7 parce que c'est des personnes très visionnaires. Et donc, voilà, c'est des personnes qui vont avoir la vision du business. Et les 8 parce que ce sont des leaders nés. Ce sont des gens qui sont nés pour leader les autres. Et donc, par rapport à l'autorité naturelle qu'ils ont. Et donc, on va retrouver particulièrement ces 3 types-là, mais pas uniquement. Par exemple, Steve Jobs était 4. Et il y a beaucoup de 1 aussi, parce que les 1 sont des personnes voilà, assez perfectionnistes et surtout qui font les choses bien. Donc, en moindre proportion, mais il y en a aussi. Et ce que je crois aussi, c'est que comme il y a des types qui ont des prédispositions pour être patron, il y a aussi des types qui n'en ont pas et qui ont au contraire des programmes contre-intuitifs qu'il est intéressant de désamorcer pour réussir pleinement, d'où l'intérêt pour développer son leadership, de prendre conscience de son type. Ça, c'est la première étape, de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir s'en libérer. Et notamment, il y a des types, comme le 6, qui sont régis par la peur
ou par vraiment la réflexion. Moi, je sais que pour ma part, j'ai énormément, j'ai besoin, avant de prendre une décision ou tout ça, d'avoir l'impression de maîtriser le sujet, de tout savoir sur le sujet. Et donc, voilà, ça ne va pas forcément m'aider pour passer à l'action, sauf si je décide d'y aller. Mais parfois, ça fait un peu kamikaze. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, voilà, il y a des types qui ont des prédispositions et à l'inverse, des types qui vont avoir encore plus avantage à mieux se connaître pour se libérer de leur programme. Ce qui est intéressant aussi, c'est les pays. Pareil, il y a des études qui ont été faites pour attribuer des énéatypes à chaque pays. La France est 4. A été typé 4, comme donc Steve Jobs, comme Van Gogh et Lucchini, par exemple, Yves Saint-Laurent aussi. Je peux faire un tour voilà, des pays et des célébrités. Donc le 1, c'est le Japon. C'est l'aspect perfection et très droit. C'est Margaret Thatcher aussi qui a été typée 1, Jospin. 2, c'est l'Italie qui est toujours au service des autres. Les célébrités, ça va être Mère Teresa et Michelle Obama. Donc, le 3, les États-Unis, qui sont là pour réussir. Hein. Et quand ils ont un objectif, ils y vont. En personnalité célèbre, Chirac, ça serait de type 3, Tapi aussi, Tom Cruise. Donc, 4, j'en ai parlé. 5, ça va être l'Angleterre, avec des célébrités comme Einstein, Descartes, Jean-Paul Sartre. Bill Gates aussi, donc voilà, on peut même être un patron si on est ça. 6, ça va être l'Allemagne et la Suisse, où on respecte les règles. Et les célébrités, George Bush, Clint Eastwood, Ségolène Royal, Stromae. 7, le Brésil, le pays du plaisir. Et puis on a aussi Benigni qui a écrit La vie est belle, DSK, Patrick Sébastien. Le 8, l'Espagne et la Russie, avec un chef d'État actuel qui incarne bien cet esprit 8 qui veut être le plus fort. Hein. Et les célébrités, c'est Napoléon, Sarkozy, Poutine, voilà, justement, il a le type de son pays, De Gaulle, Picasso. 9, c'est la Chine qui va rarement dire non. Hein. Le 9, il a du mal à dire non. Et les célébrités, ça va être Hollande, Federer, Carl Rogers, Gauguin, Mandela, Barack Obama, par exemple. Voilà. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, alors j'aime beaucoup les sources, le bouquin de Marielle Bradel qui s'appelle L'énéagramme, un chemin de vie. En tout cas, c'est le bouquin qui explique de façon assez simple et assez complète la plupart des types et des dynamiques entre les types. J'aime beaucoup, après, pour aller plus profondément, les 9 visages de l'âme de Sandra Maitri, parce qu'elle parle de l'âme enfant. Donc là, j'en ai pas parlé, mais quand on évoque le passé, voilà, on peut comprendre un petit peu comment toute notre personnalité s'est construite. Il y a aussi Wolinski, alors ça c'est en anglais, vous pouvez le trouver sur Internet gratuitement, ça s'appelle Beginner's Guide to Quantum Psychology. Et lui, il donne un autre aspect intéressant que j'ai pas vraiment abordé, qui est bon, non, je vais voilà, ça vous invitera à aller le voir. Et puis, alors, en termes de roman, il y a celui de Laurent Gounel qui est Je te promets la liberté, qui donne une bonne vision de ce qu'est l'énéagramme. Et enfin, je recommanderais l'énéagramme Soufi de Philippe Devos qui est sorti le mois dernier et qui propose l'énéagramme avec la vision Soufi qui est l'un des courants qui est à l'origine de l'énéagramme et qui est très, très intéressant. Voilà, bah, écoute, j'espère que pour une introduction, c'était assez clair. Merci Christelle pour cet exposé, ces exemples et les illustrations. J'ai trouvé que c'était très, très intéressant et ça donne envie d'aller plus loin. Cool. Est-ce que Patrice, Gérald, Christelle, vous avez des questions, des commentaires à faire?
Alors moi j'ai une question, parce que bien sûr, quand on est un dirigeant, en fonction de la taille de l'organisation et de nos ambitions, est-ce que finalement on ne peut pas un peu dévoyer le système et est-ce que finalement ça ne pourrait pas être un outil de manipulation, en tout cas d'influence? Alors, ça, c'est vrai que le plus important, vraiment, peut-être que je ne l'ai pas dit, et merci pour ta question, Patrice, c'est priorité, 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 c'est focus sur soi. L'énéagramme, ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est d'abord un outil de connaissance de soi. Et comme c'est écrit sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et si j'arrive à me connaître moi-même et à accepter, d'abord à accueillir mes imperfections, mes défauts, etc., alors je vais être capable de les accueillir chez les autres. Et moi, j'estime que ce sera plus de la manipulation, mais je vais pouvoir agir avec les autres en comprenant vraiment comment ils réagissent, mais euh, avec cette notion-là de parce que moi, je me connais et je me suis acceptée, alors je suis capable de bien connaître l'autre, de bien l'accepter et donc de le leader. Alors, je ne sais pas, la différence est subtile hein, par rapport à ce que tu évoques comme manipulation. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque ma réponse? Oui, disons que moi le sujet c'est que bon, voilà, le CIO il peut être très ambitieux, il veut il veut aller loin, etc. Il a besoin des gens quand même, des autres, on ne pourra pas faire tout seul. Et c'est vrai qu'il voilà, il ne faut pas non plus que ce devienne un outil de manipulation, me semble-t-il, et je peux comprendre que la limite est quand même pas évidente. C'est pour ça que je demandais. Oui, mais on peut faire le parallèle avec la PNL. La PNL, c'est quand même la programmation neurolinguistique, c'est un outil très intéressant qui est largement utilisé par les sectes. Et donc, on peut effectivement utiliser cet outil comme un marteau pour enfoncer un clou ou pour casser la tête de quelqu'un. Merci pour cette image, Ouais. Thierry. Ce que je comprends de la réponse de Christelle, c'est que dans manipulation, il y a manipulation positive et négative. Très intéressant ce que tu dis, Christelle. Et, Ouais, je crois que c'est assez bien. et c'est vrai que dans l'entreprise, la manipulation positive est quelquefois importante. Et il ne faut pas aller vers la manipulation négative. Et la limite, elle n'est pas toujours évidente. J'ai peut-être une autre question. Pour les CIO qui nous écoutent et qui hésitent, qu'est-ce qui finalement... Bon, il y a la connaissance de soi, j'ai compris, mais qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils s'intéressent à la question ou ont-ils intérêt à s'intéresser à la question de l'énéagramme? Alors, moi, je crois que c'est simple. Ce que j'observe autour de moi, c'est que de plus en plus de personnes, y compris des jeunes, des très jeunes même, développent cette conscience profonde de soi, pas forcément avec l'énéagramme, mais développent ça. Donc, les CEO qui ne se mettent pas en chemin, je vais peut-être être un peu exagérée, mais ils sont morts demain. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus arriver à comprendre les jeunes recrues, ils ne vont plus arriver du coup à recruter, ils vont avoir leurs meilleurs éléments qui partent, ils ne comprendront pas pourquoi. Donc pour moi, c'est juste essentiel de comprendre l'autre pour recruter et conserver ses collaborateurs et négocier avec ses clients. Et tout ça, c'est possible uniquement si vous arrivez vraiment à vous comprendre en profondeur et à vous accueillir tel que vous êtes. Et pour ça, l'énéagramme, c'est un outil formidable. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que voilà, peut-être on a l'impression qu'il y en a 9 et que c'est très cloisonné. En réalité, ma croyance profonde, c'est qu'on est comme un vitrail ou un kaléidoscope avec une couleur dominante. Donc, en réalité, on porte les 9 en nous. Et le chemin, c'est d'abord de découvrir sa couleur dominante, de faire le travail qui est associé à ça, donc reconnaître, ah oui, ben oui, j'ai ces défauts-là, ok, mais j'ai aussi les qualités de mes défauts, et, et c'est tout ça qui fait qui je suis. Et ensuite, je peux aller voir les autres couleurs. Donc le chemin, il est infini et il peut être celui de toute une vie, mais quand on a fait les 9, en réalité, on est capable vraiment de comprendre profondément toutes les décisions de tout le monde dans toutes les circonstances, puisqu'on a intégré ces 9 parts en nous. Et l'idée, au fond, c'est pas de se coller une étiquette. D'ailleurs, on ne dit pas je suis 1, je suis 3, je suis 6. Non, on dit je suis de type parce que l'idée, c'est pas de se coller quelque chose, c'est au contraire de voir, d'accueillir
ces traits de caractère et de se désidentifier de ça. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Ok, ben, ça sera peut-être le mot de la fin. Merci Ok. Christelle pour cet exposé et à bientôt pour un nouveau podcast de Campus CIO. Au revoir. Merci à vous. Merci.